C'est Brice Hortefeux hier qui nous disait ça sur Europe 1, qui nous disait c'est le mur de la bien-pensance. Et ce mur de la bien-pensance, en fait, le problème qu'il y a, c'est que les bien-pensants sont extrêmement nombreux, mais ils sont pas si nombreux que ça. En fait, c'est plus qu'ils sont extrêmement bruyants. Exactement. En fait, on les entend beaucoup et comme ils n'ont rien à faire, ils tweetent plus parce que comme ils n'ont rien à faire de leur journée, donc forcément ils tweetent plus. Les journalistes de Libération, comme ils n'ont pas beaucoup de travail aussi, qu'ils n'ont pas beaucoup d'électeurs, eh bien, ils mettent plus de temps à écrire leur article, ils en écrivent plus, forcément. Tiens, je vous parlerai d'ailleurs de ce journaliste de Libération, qui s'appelle Adrien Franck, qui a écrit sur moi, sur ma rentrée, sur la rentrée télé. Il a trouvé un titre magnifique, Des pafs qui se perdent. Alors là, il devait être tout content de son titre. On en reparlera bien entendu, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et ils nous mettent des cibles dans le dos. Et ils choisissent ce qu'il faut regarder. Ils disent aux Français ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut voter, pour qui il faut tweeter, pour quel drame il faut tweeter et pour quel drame il faut pas tweeter. Sont des donneurs de leçons, mais les Français leur montrent tous les jours que les donneurs de leçons, ils en ont marre. Et je vous le dis, le succès de CNews, le succès d'Europe 1, le succès de C8 montre que les Français aussi en ont marre des donneurs de leçons. Et quand l'Arcom choisit un article de Libération, et se cale sur un article et se base sur un article de Libération pour nous mettre une sanction, c'est quand même qu'il y a un problème dans ce pays. Oui, Sarah Knafo. En fait, ce qui est frappant, c'est que ces gens dont on parle, cette gauche bien pensante, elle n'est pas du tout majoritaire dans le pays. On l'a vu, l'opinion publique est bien plus partisane des idées de droite et en tout cas rejette cette gauche bien pensante. Mais en revanche, si elle n'est pas majoritaire, elle est dominante. Pourquoi ? Parce que ça fait à minima 40 ans qu'elle a pris le pouvoir à l'université, à l'école, dans la justice, dans le secteur des médias, à part depuis environ 10 ans la naissance de médias d'autres opinions, donc pour le coup un peu plus transpartisans, qu'elle a pris le pouvoir dans l'administration, à l'Arcom par exemple, et que vous voyez que ces gens-là qui ne dominent pas du tout dans l'opinion publique, en revanche, ont un pouvoir démesuré par rapport à ce qu'ils représentent. Un seul exemple, si vous prenez les 3 institutions les plus importantes en France, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes, elles sont toutes les 3 dirigées par des socialistes. Toutes les 3. Exactement. C'est-à-dire que c'est un parti qui a fait 1,87% à la dernière élection présidentielle avec Anne Hidalgo, qui dirige les 3 institutions les plus importantes de France, et ils appellent ça l'état de droit et la démocratie. Donc ils mettent des grands concepts de juristes pour nous dire que nous on serait des hors-la-loi, que Cyril Hanouna viole l'état de droit, la démocratie, etc. Quand il a dit qu'il fallait un procès rapide, vous vous rappelez. C'est ce qu'a dit Brice Hortefeux hier sur cette antenne. Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, on peut pas dire que Brice Hortefeux en plus ils disent des bêtises. Voilà. Et ce sont des socialistes qui vous font la morale en se faisant passer eux pour des juristes impartiaux, alors qu'en réalité, ils font de la politique. Exactement. De la politique socialiste, alors qu'ils ne représentent personne. Ou en 87. Mais c'est bien ce que vous dites à nos auditeurs d'Europe 1 de leur dire. C'est vrai que les 3 institutions les plus importantes du pays sont dirigées par des socialistes. Gilles Verdez, vous le savez ça. Mais ces institutions, Sarah Knafo, sont au-delà de la politique. Oui, elles sont Gilles Verdez. Alors pourquoi 3 socialistes qui les dirigent ? Le Conseil constitutionnel soit de gauche, non mais c'est une découverte. Ah, Laurent Fabius, c'est pas du Parti socialiste, Gilles Verdez, vous le découvrez ? Non mais vous croyez que Laurent Fabius fait de la politique ? Il a été Premier ministre de qui, Laurent Fabius ? Gilles Verdez. Il s'appelait comment le président ? Gilles Verdez, excusez-moi, franchement, Gilles Verdez, là, vous. Le Conseil d'État ne fait pas de politique ? Vous déconnez quand même, le Conseil d'État ne fait pas de politique, Gilles Verdez. Gilles Verdez, c'est comme il nous dit que Fatou part 3 mois au Sénégal pour aller ranger ses chaussures. Sur le papier, il ne devrait pas en faire. On fait tous de la politique tout le temps, mais les soupçonnés de faire de la politique, c'est pas ça. Et je voulais vous répondre par rapport aux personnalités qui n'ont pas tweeté. Sportifs, artistes. Vous avez dit. Vous allez être meilleur là-dessus, je pense, donc allez-y, oui. Vous avez dit, qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Ils ont énormément à perdre, Cyril. Ils ont peur. Moi, je vous le dis, des Mbappé, des Omar Sy, ils ont peur. Mais parce qu'aujourd'hui, dans la société française telle qu'elle est extrêmement clivée, si ces gens-là tweetent, Mbappé et ses 14 millions d'abonnés sur Twitter, il va avoir des millions de gens qui vont lui dire « tu nous renies, tu n'es plus avec nous ». Il y a des millions de gens qui ne veulent pas pleurer la mort d'un gendarme. Vous faites un aveu majeur et magnifique, Gilles Verdez. Excusez-moi, c'est un aveu déplorable. Exactement, je n'en tire aucune gloriole. C'est un constat, Madame Knafo, et c'est un constat réel. Qu'après des années à avoir défendu ces millions de gens dont vous parlez, vous nous dites maintenant qu'en France, on a accueilli sur notre sol des millions de gens qui attaqueraient Mbappé parce qu'il pleure la mort d'un gendarme. Mais c'est la réalité de la société d'aujourd'hui. La société, elle est extrêmement clivée. Alors sincèrement, ça me rassure de vous l'entendre dire, parce que je vous croyais aveuglé sur cette question. Aveuglé sur la question du fait... C'est pas vous qui allez m'ouvrir les yeux, Madame Knafo, j'ai pas besoin de vous. Excusez-moi, la seule qui ouvre les yeux, c'est Fatou. Sachez-le. Non mais Gilles Verdez dit un truc intéressant, et je pense qu'il a raison, mon Gilles. Franchement, Gilles, on peut pas... Sur Europe 1, je pense que les gens sont d'accord avec nous. Il est 17h12, on est en direct, si on marche sur la tête, vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous entre 16h et 18h. Et appelez-nous d'ailleurs, 01 80 20 39
21 pour réagir à ce que vient de dire Gilles Verdez. On est en direct. Vous voulez réagir, Gauthier Lebret, Valérie Benaïm? Parce que c'est intéressant, je suis d'accord 100% avec Gilles, ils ont peur de se fâcher avec une partie de leur public. Ce qui est intéressant, c'est que Kylian Mbappé, quand il était capitaine de l'équipe de France au moment de l'Euro et qu'il a ouvertement appelé à voter contre le Rassemblement national, alors même qu'il représentait son pays à ce moment-là, c'est pour ça qu'on avait eu le débat, et donc il représentait 66 millions de potentiels supporters, et parmi ces 66 millions, il y en a 10 qui ont fait le choix du bulletin Rassemblement national. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Kylian Mbappé, en faisant ce choix-là, il n'a pas eu peur de se fâcher avec 10 millions de Français et 10 millions de potentiels supporters qui allaient crier pour lui, pour qu'il aille marquer des buts dans le camp d'en face. C'est intéressant. Il y a un public avec lequel on peut se fâcher et il y a un public avec lequel on craint de se fâcher. Très intéressant ce que vous venez de dire, Gauthier Lebret sur Europe 1. Oui, Valérie Benaïm. Non, ce que vient de dire Gilles, c'est un constat terrible. C'est terrible ce que tu viens de dire. Et effectivement, tu as cette lucidité de dire je reconnais qu'il y a un vrai souci. C'est-à-dire que tu reconnais que des artistes ne veulent pas tweeter pour la mort d'un gendarme qui est censé représenter et aider la veuve et l'orphelin, et parce qu'ils ont peur de cette frange de la population. Mais c'est un constat absolument déplorable. Oui. Mais lucide, à mon avis. Mais à mon avis, c'est lucide. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 20 ans que des gens disent, en politique, dans le journalisme, pour ne pas les citer, quelqu'un comme Éric Zemmour, qui dit depuis 20 ans, on a accueilli des gens en France... C'est au hasard que vous avez cité Éric Zemmour? Au hasard, j'aurais pu citer quelqu'un d'autre. Donc, il y a des gens qui disent, ça fait 20 ans qu'on accueille des gens qui sont sur le territoire français et qui, parce qu'on leur a pas donné la bonne éducation, qui, parce qu'on les a accueillis en nombre trop grand, ce qui les empêche de s'assimiler, se retrouvent ici et soit ne nous aiment pas, ne partagent rien avec nous, soit pour certains carrément nous détestent. Pour moi, il faut nous détester pour ne pas vouloir pleurer avec nous la mort d'un gendarme, et pire encore, pour en vouloir à un footballeur qui lui pleurerait la mort d'un gendarme. Et ce que je veux dire, c'est que pour en arriver au diagnostic de Gilles Verdez, on a passé 20 ans à diaboliser ceux qui disaient ça avant. Donc la question qu'il faut se poser, c'est mais qui sont ces gens? Qui sont les millions de gens dont parle Gilles Verdez qui n'accepteraient pas de pleurer la mort de Thomas ou de Lola? Et pourquoi est-ce qu'ils sont là? Moi, je vais vous dire, moi je pense que ces artistes qui ne tweetent pas se trompent. Exactement, et je pense que ce qu'a dit Harmonie Comine, elle a été claire. Elle a dit, moi je ne parle pas d'étrangers, je parle de multirécidivistes. Et je pense qu'elle a eu raison de dire ça. Et c'est important qu'elle ouvre là-dessus. Et je pense qu'au contraire, je vais vous dire, la mort de ce gendarme, moi je ne peux pas imaginer qu'elle ne fasse pas de peine à l'ensemble, pratiquement à l'ensemble de la population. Après, c'est vrai que quand je vois le papier de l'Humanité ou quand je vois les papiers de Libération, je pense plus, limite, et c'est très grave ce qu'ils font, je pense plus qu'ils essaient de choquer ou d'essayer de trouver des angles pour essayer de vendre, parce qu'ils pensent surtout à sauver leur peau plutôt qu'à faire du vrai journalisme. Donc c'est dramatique, mais ils sont dans la lignée de Jean-Luc Mélenchon et de ce qu'il fait. Jean-Luc Mélenchon, il va au gré du vent, comme on l'a dit, il y a 20 ans, il ne pensait pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Je peux me permettre une nuance avec vous, Cyril, parce que moi je pense que le fait qu'il soit étranger rentre dans l'équation. Parce que s'il était français multirécidiviste, il faudrait se tourner tout simplement du côté de la justice en disant pourquoi vous avez libéré un homme qui a été condamné 10 fois. Là, on peut aussi se tourner du côté des préfets, etc. Comment un homme qui a été condamné 10 fois, puisqu'il est étranger, a pu avoir son titre de séjour renouvelé. C'est-à-dire qu'au bout de 2 fois, si on dit le titre de séjour c'est terminé, il est plus renouvelé. Encore une fois, le gendarme Comine est avec nous aujourd'hui. Donc ça entre quand même en ligne de compte le fait qu'il soit étranger dans cette affaire. Absolument. François est avec nous sur Europe 1, il est informaticien. Bonjour François, merci d'être avec nous à 17h15 en direct. Oui, bonjour, merci de me prendre en ligne. Je voudrais rebondir sur la question, est-ce que les derniers juges qui ont condamné ce multirécidiviste n'ont pas aujourd'hui honte en se regardant dans une glace, vu le décès de la personne? Oui, bah ça c'est vrai que ça c'est insupportable, François. Mais le problème qu'on a, ce sont aujourd'hui les institutions. Et aujourd'hui, la justice, même la justice, quand vous parlez à des juges, ils nous disent on ne peut rien faire. Il faudrait tout changer. Ils nous disent ça. Ils nous disent il faudrait tout changer. Quand vous parlez au ministre de l'Intérieur ou au ministère de l'Intérieur, on nous dit le problème c'est qu'il n'y a pas de place, il n'y a plus de place dans les prisons. Donc le problème qu'il y a, c'est que c'est un énorme problème de fond qui peut prendre des années. Et je vais vous dire, ce qui est le plus dramatique, c'est quand vous parlez avec des responsables politiques, ils sont pleins d'entrain les 2 premiers mois, les 3 premiers mois, et au bout de 4-5 mois, vous vous rendez compte qu'ils se disent tous, on peut rien faire. Et c'est ça qui est fou. Et Jacques Chirac, à l'époque, disait toujours, il disait même à ses ministres, si vous voulez rester, ne faites rien. Il avait compris et c'est vrai que, voilà, et aujourd'hui, le problème est là, et on le voit. Et Nicolas Sarkozy, je vous dis, Nicolas Sarkozy en 2007, il a essayé de faire énormément de choses, Nicolas Sarkozy. Et on le voit, il était volontaire, et on a vu qu'à un moment,
j'ai l'impression qu'il s'est dit aussi c'est compliqué de faire bouger les choses. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on le voit. Emmanuel Macron, moi, je vais vous dire, moi, ce qu'il s'est dit. Après, je peux peut-être me tromper. Emmanuel Macron, il venait pas du tout de la politique. Il venait de la finance, on le sait. Il allait plus vite que les autres. Il est arrivé. François Hollande l'a fait rentrer le loup dans la bergerie. Voilà, encore une fois, François Hollande. Voilà, c'est François Hollande. Voilà, on le connaît, on l'aime bien, mais François Hollande, c'est pas un stratège. Il va pas se dire Emmanuel Macron, il va me foutre dehors. Bon, c'est ce qui s'est passé. Donc, il a fait rentrer le loup dans la bergerie. Emmanuel Macron, au bout de 6 mois, il s'est dit mais attendez, je vois que c'est toujours les mêmes autour de moi. C'est toujours les mêmes qui sont là depuis des années. Je les vois, ça ronronne. Moi, je pense que je peux passer devant eux et prendre leur place et devenir président de la République. C'est sûr. Il s'est dit, je suis beaucoup plus malin qu'eux, je vais beaucoup plus vite qu'eux. Eux, ce sont des politiciens. Moi, je suis un homme, je viens de la finance, je vais beaucoup plus vite qu'eux. Et il s'est dit, je vais y aller et je vais devenir président. Et il s'est dit, moi, je pense que même Emmanuel Macron, au départ, il s'est dit, c'est tous des tocards avant ceux qui étaient avant moi. Moi, je vais faire marcher le pays parce que je sais comment faire marcher un pays, je sais comment faire marcher une entreprise. Et très vite, je pense qu'Emmanuel Macron, là, il a bien vu. Là, aujourd'hui, il ne fait que de la politique interne. C'est-à-dire qu'il essaie, il lui reste 3 ans, il essaie de bidouiller ici et là Emmanuel Macron, mais même lui, je pense qu'il a vu que c'était très très compliqué de faire des choses. Aujourd'hui, vous le savez, j'aime beaucoup Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, on peut pas dire qu'il soit pas volontaire, et aujourd'hui, il a fait son maximum, et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut bouger les choses? C'est vrai qu'en plus, je vais vous dire, le problème qu'il a, Emmanuel Macron, en fait, au départ, il était plein d'entrain. Et après, très vite, il a voulu faire plaisir à tout le monde. Et à un moment, quand vous voulez faire plaisir à tout le monde, vous ne faites plus plaisir à personne. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on dit tout souvent le président dure en même temps, forcément, maintenant, il s'est dit, j'arrive plus à faire plaisir aux gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, c'est compliqué de se dire qu'on va passer 3 ans. C'est où il reprend complètement la main. Complètement, il se dit c'est moi qui décide de tout. Bien, il va laisser comme ça le pays dériver gentiment. On va pas se mentir, Gauthier Lebray. Alors déjà, il cherche un Premier ministre. On en a toujours pas. Alors, je crois que Bernard Cazeneuve est très très bien parti quand même. Mais alors ça va nous donner l'idée d'une politique qui sera menée. Là, on est sur des sujets judiciaires et migratoires. Peu importe le gouvernement, au vu de l'Assemblée nationale, j'ai pas l'impression qu'on va aller vers un durcissement des peines pour les multi... Sur l'immigration, il était très apprécié par la droite. Sur les questions sans doute régaliennes et sur les questions sécuritaires. Sur l'immigration, je ne sais plus, si vous pouvez me le rappeler, quel est le programme de Bernard Cazeneuve et de François Hollande. Je me souviens surtout de l'affaire Leonarda pour ce qui concerne les 2 hommes et pour ce qui concerne plus particulièrement François Hollande. Donc j'ai pas l'impression que les années qui restent du macronisme vont aller vers plus de dureté en matière d'immigration illégale et de multirécidivistes. François, merci d'avoir été avec nous. Merci de votre écoute. Vous nous rappelez quand vous voulez, François. Merci beaucoup. On est sur Europe 1, il est 17h20, vous continuez à réagir. Oui, Bernard Cazeneuve, on a l'impression qu'il
Sarah Knafo est là, Fabien Lecoeuvre est là. Merci Fabien. Fidèle. Je sais pas pourquoi. Ça fait quelques années aussi. Je voulais vous emmener. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait plaisir. Gilles Verdez est là, Gauthier Lebray et Valérie Bénaïm. On avait David, il y a un instant, qui était avec nous sur Europe 1, David de Savoie, et qui nous disait que le discours d'Harmonie Comines l'a gêné. Il respecte bien sûr la colère, la tristesse, mais il pense que son discours est trop orienté politiquement. David, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis là. En fait, ce que je veux dire, surtout à la dame, la dame me dit on peut pas l'empêcher de s'exprimer. Et j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est pas ce qu'il a dit. Oui, il a dit on peut pas dire ça. Oui. Oui. Ça le gêne. On peut pas être aussi simpliste. C'est-à-dire que tout à l'heure vous me parliez de Monsieur Mitterrand. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart de vos libertés que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si vous avez n'importe quoi. Pardon, n'importe quoi. Ne me coupez pas, je vous ai écouté. Vous n'êtes pas très sympa avec David, Sarah Knafo, qui nous appelle gentiment de Savoie. David, merci. Voilà. Alors, en plus, je suis vraiment gêné parce que je respecte complètement la douleur de cette dame et ça va peut-être pas lui faire plaisir ce que je veux dire, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu M. Mitterrand, vous auriez qu'une radio, vous auriez qu'une chaîne de télé. Avec l'Arcom, si ça continue, on va se retrouver comme ça, David. Ça nous pend. Non mais je dis, ça nous pend en pif. Je vous le dis, David. Voilà. Exactement. Et ce qui me gêne le plus, c'est que même les socialistes ne seraient quand même pas de François Mitterrand. J'ai quand même vu des socialistes qui se réclamaient du gaullisme. Mais heureusement. Voilà. Et moi, je pense que les idées de Mitterrand étaient très bonnes, sauf qu'on en a fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les acquis sociaux, le problème, c'est pas les acquis sociaux, c'est ceux qui en profitent. Alors, madame, est-ce que vous voulez réagir parce que... Oui, tout à fait. Alors, lui, ça le choque que les socialistes ne se revendiquent pas de François Mitterrand, mais plutôt du général de Gaulle. Donc, le général de Gaulle, c'est celui qui a sauvé 2 fois la République, qui a combattu le pétainisme, mais il préfère qu'on se revendique de François Mitterrand, dont je ne vais pas citer les amitiés pétainistes, justement. Mais pour François Mitterrand, vous dites que c'est grâce à lui qu'on a plusieurs radios. C'est un large mouvement européen, mais donc, alors vous allez aussi remercier M. Berlusconi qui a libéralisé les chaînes en Italie. C'était un large mouvement de libéralisation des chaînes qui courait dans toute l'Europe. C'est pas François Mitterrand qui en a eu l'idée. Il a été la tête de proue en France. Oui. Mitterrand, c'est les radios libres. N'importe qui d'autre l'aurait fait. Bah oui, mais Giscard l'aurait fait, n'importe qui d'autre l'aurait fait. Il l'a fait. Quand on dit que c'est grâce à Mitterrand qu'on a des libertés en France, pardon, c'est pas possible de dire une chose pareille. C'est les socialistes qui nous ont libérés. Parce que nos parents qui vivaient avant les années 80, ils n'avaient pas un pays magnifique. Alors, non, pas du tout, ils n'étaient pas libres. David, je vais envoyer Gilles Verdez à votre rescousse, parce que la dame, il vous appelait madame Knafo et colère. Beaucoup la parole, madame, mais c'est pas grave. Mais... Allez-y, Gilles. David, vous avez entièrement raison sur tous les points. C'est-à-dire que d'abord, Sarah Knafo qui remet en question les progrès de Mitterrand, on va même pas revenir dessus, David, parce que c'est n'importe quoi. Elle règle d'un trait de plume l'histoire de France. Laissons-la à ses dérives. Mais par rapport au discours d'Harmonie Comines, c'est vrai qu'il y a l'émotion et on ne peut rien dire, bien sûr, à une veuve. Rien. Elle nous submerge d'émotions. Mais on va dire quand même. Mais après l'émotion, c'est vrai qu'il y a une lecture. 1981, elle remettait en question l'abolition de la peine de mort. Elle a employé le mot bagne. Donc moi, je suis désolé, il y a après une analyse à faire. Exactement. Merci. Voilà. Non mais Gilles, moi par exemple, ce qu'a dit Harmonie Comines, et je le dis avec David, et je respecte tout à fait ce que dit David sur l'antenne d'Europe 1, et moi je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui, je suis d'accord avec elle sur tous les points, et je pense qu'elle a résumé exactement le sentiment d'énormément de Français qui nous écoutent, notamment sur Europe 1 ou qui nous regardent sur C8 ou sur CNews. David, il y a Gauthier Lebray qui voudrait réagir. Est-ce que vous avez... Oui, parce que David reprochait à la veuve du gendarme d'avoir eu un discours politique. Et il lui reproche pas ça. Si, il a dit ça. Mais les raisons pour... Il a dit c'était un discours trop politique. Mais les raisons pour lesquelles son mari a été tué sont ultra politiques. Le fait d'avoir un multirécidiviste en liberté, c'est politique. Le fait d'avoir un étranger en situation régulière après 10 condamnations, c'est politique. Et donc, les solutions pour que ça ne se reproduise pas sont ultra politiques. Donc, quand vous venez de perdre votre mari parce qu'il y a eu des carences manifestes, béantes, des gouvernements qui